Bonjour Caroline Brouet et bonjour à tous. Les pieds sur terre, Sonia Kronlund. Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir. C'est une question de point de vue, de perspective. Longtemps, on a cru et on croit encore que pour résoudre un problème, il faut en déceler les causes et agir sur elles. Et si on n'y parvient pas, on s'attaque alors aux conséquences directement en essayant de les supprimer. Par exemple, en psychiatrie, je schématise un peu, mais si quelqu'un entend des voix, on va chercher les causes de ces troubles dans l'enfance, le cerveau, l'éducation, un traumatisme, une pathologie héréditaire. Et si cette approche ne fonctionne pas, et même d'ailleurs si on a trouvé une explication, on agira surtout sur les conséquences, la violence que cela engendre pour le patient ou les autres, essentiellement avec des neuroleptiques et autres camisoles chimiques. En changeant de point de vue, en adoptant une perspective comportementaliste, pragmatique, certains pensent à présent qu'il faut d'abord essayer de comprendre ce qui se passe. Non pas pourquoi, mais comment. Arriver à décrire, à exprimer, à comprendre de l'intérieur qui sont ces voix, par exemple, ce qu'elles disent, quand, comment, si elles sont graves ou aiguës, de femmes ou d'hommes, gentilles ou méchantes. Même si on ignore d'où elles viennent, quelle en est la cause, on peut de manière pratique, en se mettant en quelque sorte à leur place, en adoptant leur point de vue, les comprendre. À partir de là, quand on a bien compris ce qui se passe, en respectant leur fonctionnement, leur grammaire, leur syntaxe, on peut essayer de les calmer en s'adressant directement à elles, à leur fonctionnement. Et ça marche, on ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Aujourd'hui donc, c'est l'histoire de Vincent, entendeur de voix, sauvé par ce changement de point de vue, et un groupe de paroles d'entendeurs de voix qui se sont compris, ou comprises, les voix, jusqu'à 14h dans Les Pieds sur Terre sur France Culture, une autre voix possible avec Leila Djitli. En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent. Je suis Vincent, je suis entendeur de voix et je fais partie d'un groupe d'entendeurs de voix qui se trouve à Mont-Saint-Barreul, dans la banlieue de Lille. C'est un groupe que j'ai rencontré il y a 3 ans, qui m'a redonné la joie de vivre, qui m'a sorti d'un diagnostic qu'on m'avait posé, où j'étais schizophrène, où j'étais envahi par des voix 80% du temps, mais surtout quelqu'un de désespéré qui croyait absolument plus en l'avenir. Et j'ai eu connaissance de ce groupe d'entendeurs de voix qui m'a sauvé la vie. Moi, à l'époque, j'étais très très mal parce que je passais ma vie en psychiatrie. C'était la 14e année où j'étais en psychiatrie. Mal, oui, il n'y a pas d'autre terme. Je me considérais comme foutu. J'étais quelqu'un dit de stabilisé, voilà, par les traitements, mais il faut imaginer à l'époque, je faisais 204 kilos. Malgré tous les traitements, j'avais la tête de travers, un filet de bave qui coulait, des tics. Mais surtout, je n'étais pas heureux. Cette rencontre avec le groupe, elle a eu lieu suite à une formation que j'avais fait à Armentières. J'avais invité des entendeurs de voix, en l'occurrence Ron Coleman, et des psychiatres qui font partie du réseau Intervoice, qui est le réseau international sur l'entente de voix. Moi, honnêtement, je ne savais pas ce que c'était. C'était pas dans l'hôpital, déjà, parce que sinon, je n'aurais pas voulu y mettre les pieds, parce que j'étais quand même enragé de tout soin, parce que j'y trouvais aucun intérêt. Et ça se passait dans une salle municipale, voilà, de la ville d'Armentières. Et donc, mes parents ont quand même réussi à m'y amener. Alors, mes parents habitaient à 300 mètres. À l'époque, j'étais retourné, même si j'avais ma maison, j'étais retourné vivre chez eux. Il y a 300 mètres. Alors, on a été où j'étais, ils ont été obligés de sortir la voiture, parce que 300 mètres à pied, j'étais incapable de les faire. Déjà parce que j'étais très fatigué, très gros, mais très fatigué aussi. Et puis, c'était insurmontable d'affronter 300 mètres de rue avec des passants qui étaient autour de moi, que j'entendais m'insulter et tout ça, avec des voix qui me menaçaient pas possible. Donc, ils m'amènent en voiture jusqu'à là-bas. Arrivé donc dans cette salle, j'ai des gens qui m'accueillent déjà en me disant bonjour avec un grand sourire, qui m'offrent un café, plutôt sympa, et qui me disent je t'en prie, assis-toi. Donc je me suis assis, j'ai continué ma sieste ou mon dialogue avec mes voix tout seul. Et puis j'ai bien vu des gens qui commençaient à parler, des gens autour de moi en groupe, des infirmiers qui étaient à côté de moi aussi, mais envahi par mes voix, j'ai pas tellement fait attention. Puis d'un seul coup, il y a un type qui est entendeur de voix, qui est un ancien usager de la psychiatrie aussi, parce qu'il a été patient en Écosse, Ron Coleman, qui s'adresse à moi et qui me dit mais toi, t'es pas schizophrène, t'es Vincent, et t'es entendeur de voix.
c'était fort de sens parce que dans ce qu'il a transmis à ce moment-là, c'est que je retrouvais une identité. Je n'étais plus le malade, mais j'étais avant tout moi, une personne, et j'étais avant tout moi, Vincent. Et puis il me dit, mais t'es pas le seul. Il y a plein de gens, alors il me sort des chiffres qui me paraissaient hallucinants à l'époque, mais il me dit qu'il y a 7 à 14% de la population qui entend des voix. Alors là, je me dis, attendez, je suis pas le seul à entendre des voix. Pourtant, il y en avait plein dans la psychiatrie à l'époque, hein. Mais pour moi, j'étais persuadé d'être le seul à vivre ça. Et il me dit non, puis tu sais, il est possible de s'en sortir. Il est possible de faire face. J'étais exalté, mais en même temps, ça m'a tellement vite épuisé que je me suis presque rendormi. Puis quelques temps après, il y a deux infirmiers qui étaient à côté de moi, Charlotte et Gilles, et ils ont commencé à me parler de mes voix. Mais pas à me dire, vas-y, parle de tes voix comme ça, parce que si ça te fait plaisir, parle. Non, ils m'ont laissé m'exprimer sur mes voix, mais avec une réelle curiosité. Pour une fois, on me demandait, mais qu'est-ce que c'était que mes voix? Est-ce que c'était des hommes? Est-ce que c'était des femmes? Comment je les entendais? Qu'est-ce qu'ils pouvaient me dire quand je les avais entendus la première fois? Maintenant, enfin voilà. On me laissait la liberté. On ne me forçait pas à parler non plus. Je voyais qu'il y avait une ouverture d'esprit. Voilà. Au début, moi, j'ai parlé que de quelques voix, parce que je ne voulais pas tout dire. J'étais quand même un peu méfiant. Parce qu'avant, à chaque fois que je parlais de mes voix, ou que j'en parlais un peu plus, c'était automatiquement des traitements en plus, ou alors un internement en psychiatrie. Donc là, j'étais un peu méfiant, mais je voyais quand même qu'il y avait quelque chose qui changeait, une autre attitude. Et donc, je leur expliquais, à cette époque-là, ce qui m'embêtait le plus, c'est que j'avais une voix qui était très forte, très dominante, qui m'insultait, puis 5 autres voix qui étaient toujours avec, qui là aussi m'insultaient. Et puis voilà, je leur explique que c'est des hommes, sauf une voix qui était une voix de femme, qui m'insulte, qui m'empêche de vivre, qui me disent que je suis une grosse merde, mais parce que les voix me le disaient sans arrêt, et je finissais par le croire. C'est-à-dire que même si elles ne me le disaient plus, quand elles n'étaient pas là, je finissais par le penser moi-même. Et puis après, il y avait des tas d'autres voix, en fin de compte, hein, mais je ne le disais pas parce que, voilà, mais des voix, j'en avais 15, 20 qui étaient régulières. Pour moi, l'entente de voix, dans mon cas, c'est des voix que j'entendais, mais comme j'entends une voix que je peux avoir une discussion avec qui que ce soit. Voilà. C'est une voix qui vient bien de l'extérieur. C'est des voix qui étaient bien réelles. Ce n'étaient pas les voix que j'entendais dans ma tête. C'est-à-dire que ma voix, les voix que j'entendais, ce sont des voix que j'entendais de la même façon que je percevais la voix quand je discutais avec mon ami, quand je discutais avec mes parents, quand je discutais avec le peu de gens qui restaient autour de moi. C'était exactement la même perception. De temps en temps, elle s'adressait, elle était en face de moi. De temps en temps, c'était des voix qui étaient derrière moi. Mais comme quelqu'un qui vous interpelle dans la rue de loin, je me retournais pour leur parler. Alors, il y avait des voix qui étaient accompagnées de visages ou de formes. Alors, il y en avait une, celle qui était la plus autoritaire, celle qui me faisait le plus peur, était toujours, parce que je l'entendais venir en haut à droite. Voilà, et en plus, je voyais une ombre comme un visage déformé en même temps. Voilà. D'ailleurs, dans mon entourage, souvent, ils s'inquiétaient parce que dès que je regardais en haut à droite, ils savaient que j'entendais quelque chose en haut à droite. Ils se doutaient que je voyais quelque chose en haut à droite. Et généralement, c'était attention, Vincent est très mal, on va tous se mettre aux abris. C'était un peu ça, avant qu'ils se mettent en colère. Je vivais isolé chez moi. Voilà. Le seul lien que j'avais, c'était mon ami qui me supportait. C'était votre compagnon, vous étiez en couple? C'était mon compagnon, j'étais en couple. Quand j'étais hospitalisé, il venait midi et soir pour me rapporter mes cigarettes, parce que je faisais que ça, fumer des cigarettes. Chez les gens, j'y allais plus parce que je m'auto-stigmatisais aussi, dans le sens où moi-même, j'avais une opinion de moi qui était terrible. J'avais plus rien dans la vie, mais plus rien. Voilà, je n'avais plus rien, je n'étais plus rien. Je n'étais plus qu'un cas, un schizophrène, et j'étais que ça. Mais tout ça, dans cette formation, il y avait quelque chose qui changeait. J'ai rentré dans un groupe, alors je ne sais plus exactement, je crois que c'est mars ou avril 2011. Voilà, très vite, j'ai avancé, et petit à petit, avec des hauts et des bas. Mais Combien de temps vous avez pu commencer à mettre en place des techniques pour faire taire ces voix? Les techniques, je les ai mis en place. J'ai commencé mes techniques au bout de la deuxième fois que j'allais dans le groupe. Voilà, très rapidement. Moi, je me souviens, une fois, j'étais venu dans le groupe et je leur ai dit, mais écoutez, moi, j'ai peut-être pu venir dans le groupe parce que, voilà,
le groupe il se situe à Mons, et puis il faut passer sur un parking que je pensais être le parking de résidence privée, avec deux énormes tours. Je ne sais pas combien elles font, 15-16 étages, je ne sais pas exactement. Mais c'était 200 mètres. Alors à l'époque, 200 mètres pour les gens, ça paraît peut-être pas grand-chose, mais pour moi, 204 kilos, c'était énorme. Mais en plus, il y avait plein de voix qui m'insultaient, de tous les noms. Et je ne pouvais pas crier sur ces voix à ce moment-là. Parce que je ne pouvais pas mettre à hurler en me disant « mais foutez-moi la paix ». Je ne pouvais pas parce qu'il y avait 14, 15, 16 étages, avec autant de fenêtres. Et derrière chaque fenêtre, pour moi, il y avait quelqu'un qui me surveillait, qui me jugeait. Et je me dis, mais si je me mets à crier, les gens vont me prendre pour un fou, puis ils vont me jeter des cailloux dessus. Et puis là, il y a quelqu'un dans le groupe qui me dit, mais écoute, Vincent, ce que tu peux faire, c'est que la prochaine fois, tu prends un téléphone, et puis si tu as vraiment besoin de crier, et que tu ne te sens pas à l'aise, bah, tu prends ton téléphone et tu cries. Voilà, les gens vont te regarder, puis ils vont dire, tiens, il crie au téléphone. Et ben, c'est la première technique qu'on m'a dit dans ce groupe d'entendeurs de voix. Ça paraît peut-être ridicule, mais honnêtement, c'est génial. Parce que ça me permettait enfin, au lieu de laisser monter la pression, voilà, je ne réglais pas le problème des voix, mais au moins, quand c'était insupportable, j'avais le droit, dans la rue, de crier sur mes voix pour dire « Stop, j'en peux plus, arrêtez de m'emmerder ». Et puis, dans le groupe, on m'a dit plein de techniques comme ça. Et puis ça m'a permis d'avancer. On m'a dit « Bah oui, Vincent, tes voix de temps en temps, tu peux peut-être essayer de leur dire stop, pas maintenant. » Je ne pouvais pas avoir une conversation avec les gens parce que les voix m'insupportaient et me prenaient le chou, il n'y a pas d'autre terme, voilà, et m'empêchaient du coup de rentrer en communication avec les gens. Quand j'avais envie de regarder ne serait-ce que quelque chose à la télé, de lire un article de presse, d'écouter 5 minutes de radio, ne serait-ce que 5 minutes, c'est pas grand-chose, mais c'était impossible parce que les voix étaient toujours là, toujours là. Et là, ils m'ont dit, ben voilà, essaye de leur dire, non, stop, pas maintenant. Laissez-moi 5 minutes, 10 minutes pour faire ce que j'ai à faire. Puis j'ai essayé, 1 fois, 10 fois, 20 fois, 30 fois. Ça marchait pas. Alors je vais dans le groupe à nouveau, parce que j'y allais tous les 15 jours. C'était un truc que je trouvais génial, donc je me sentais bien. Donc j'y retournais. Puis ils ont dit, écoutez, moi quand même là, je vois que ça marche pour vous. Il y en a plein qui s'en sortent ici, je vois, c'est génial. Mais je dis, moi voilà, j'ai essayé 10, 20, 30 fois, pour moi ça marche pas en fin de compte. Ils m'ont dit, mais Vincent, regarde, on est plusieurs à avoir réussi, c'est pas toujours tout parfait, voilà, mais on arrive à vivre un peu mieux. Et comment toi tu t'y prends ? Bah, je dis voilà, je le fais chez moi, je me mets un peu en colère, je dis s'il vous plaît, stop, ça suffit, arrêtez de m'embêter. Ils m'ont dit ah bon, mais qu'est-ce que tu ressens quand tu fais ça ? Pourquoi tu dis stop ? Bah, je dis parce que j'en peux plus, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ? Bah, je dis moi j'ai une grosse boule au niveau du ventre, quelque chose qui me serre en même temps et tout ça. Puis il y a une entendeuse qui était là qui me dit mais Vincent, tu peux pas te servir là de ce que tu ressens là, de cette oppression que tu as, de cette boule comme tu dis. Je dis comment ça je peux m'en servir ? Bah oui, au lieu de dire parce que tu es plus en train de dire s'il vous plaît laissez-moi tranquille, voilà. Quand tu mets l'énergie à dire stop, est-ce que tu peux pas t'appuyer sur cette boule pour la cracher en même temps, pour mettre de la force dans ce que tu dis ? Alors, je dis peut-être que je vais essayer comme ça. Et puis je retourne chez moi et tout ça, j'essaie 1 fois, 2 fois, ça marche pas trop. Puis un jour, j'en pouvais vraiment plus, puis je repense à ce qu'elle m'a dit, puis là, je dis stop. Et puis, je m'appuie sur cette boule, sur ce nœud que j'avais là dans le ventre. Et puis, je sens, mais comme si cette boule s'expulsait de ma bouche. Je devais avoir une bouche énorme, tellement la boule était énorme. Et puis, là, mais alors, c'était extraordinaire. J'ai eu le silence. Non pas quand les voix l'ont décidé, mais quand moi, j'avais demandé aux voix, je n'avais pas demandé, j'avais exigé aux voix de me laisser tranquille. Honnêtement, je ne sais pas si ça a duré 10 secondes, 2 minutes, 3 minutes, 1 heure, mais c'était le pied total. Et les voix ont fait une énorme erreur. Elles m'ont laissé gagner 1 fois. Et les fois d'après, quand j'y arrivais pas, quand j'ai essayé d'autres techniques pour avoir plus de temps, et que les voix, parce qu'elles ne se laissent pas faire, me dit mais attends, on va pas te lâcher, non mais tu te prends pour qui ? Alors, dans ma tête, je me dis mais je vous ai eu 1 fois, vous m'avez laissé les portes ouvertes là pour avoir montré que j'avais 1 victoire, mais c'est pas grave, j'ai gagné 1 bataille, j'ai pas gagné la guerre, j'ai gagné 1 bataille, mais si je peux en gagner 1, je pourrais peut-être en gagner 2. Et je me suis appuyé sur ça, je me suis appuyé sur les pairs, sur d'autres gens qui avaient dans le groupe, qui aussi gagnaient des batailles, et qui, quand j'étais un peu démoralisé, en me disant « Putain, c'est dur en ce moment », ils me disent « Mais Vincent, regarde d'où tu viens. Regarde les batailles. Regarde en arrière les avancées que tu as fait. » Parce que de temps en temps, je n'avais pas le recul de voir les avancées, mais gentiment, ils me le rappelaient, mais sans jugement. Voilà.
Et puis, il me disait, ben voilà, tu peux peut-être t'adapter différemment. Puis petit à petit, les voix, j'arrivais à les maîtriser. Puis moi, je donnais rendez-vous à 6h à un moment. C'est-à-dire tous les soirs, à 6h, c'était dans ma chambre, toujours assis au même endroit dans mon lit. Voilà. C'était l'heure des voix, j'arrivais à les canaliser, puis à 6h précises, voilà, tous les soirs. Et puis j'arrivais alors, avec 10 minutes d'avance, parce que fallait surtout pas que je sois en retard, parce qu'elle me faisait encore peur. Et puis arrivé 6h, je dis, bon, voilà, il est 6h, ok, je suis là, je suis pour vous. Et puis, voilà, elles débutaient toutes leurs âneries, toute leur méchanceté, toute leur agressivité. C'était le défouloir des voix, voilà. Et puis, un beau jour, à 18h, là, quand elles sont venues, je dis, wow, vous avez peut-être pas tout à fait raison, parce que ma mère m'aime quand même un petit peu. Puis quand je disais un petit peu, moi-même, je le pensais vraiment un petit peu. Puis la fois d'après, c'était, non, ma mère m'aime un peu. Puis après, c'était ma mère m'aime, voilà. Et puis il y a d'autres gens, voilà, qui sont contents de me voir, je le vois bien. C'est pas parce qu'ils me le disent, mais je vois bien quand ils me voient au loin qu'ils ont le sourire qui apparaît aussi. Moi, je suis content de les voir, mais eux aussi, ils sont contents de me voir. Et puis du coup, comme ça, je reprenais un peu de force vis-à-vis des voix. Puis je leur dis, mais attendez, moi, je suis plus d'accord avec vous, là. Je suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je suis quelqu'un de normal, voilà, avec mes qualités, mes défauts. Alors maintenant, ça va changer, là, parce que, ok, il est 18h, mais si vous voulez qu'on discute, ok. Pour des choses sensées, ok. Mais moi, j'ai le droit à un droit de réponse. Et si pour me dire n'importe quoi, ça ne m'intéresse plus, à la rigueur, c'est même plus la peine que vous venez. Et j'ai pris un peu le pouvoir sur mes voix. Voilà, moi, ça a été ma façon de faire. Et chaque jour, j'avais des victoires supplémentaires. Et je me nourrissais de ces victoires. Quand on est tous ensemble, quand on est dans ce groupe à Mons, là, que j'ai bénéficié, quand on a notre entendeur de voix qui nous parle, on sait que quand quelqu'un nous dit « j'entends une voix », oui, il l'entend bien. Maintenant, dans le groupe, chacun met la croyance qu'il veut sur ses voix. Que ça soit la voix de proche, que ça soit la télépathie, que ça soit la voix de Dieu, que ça soit des voix qui sont une création du cerveau, que ça soit des défunts, que ça soit, je sais pas moi, des extraterrestres, une conspiration de la CIA. Enfin, peu importe l'origine des voix, elle peut être multiple. Nous, on a confiance en la personne. On se dit, ok, c'est peut-être pas nos croyances, mais en tout cas, on peut en parler librement. Quand il sent quelqu'un le frôler, quand il sent quelqu'un passer à travers lui, ou quand il dit, moi je sens telle odeur, alors que nous on la sent pas, mais on sait que lui il la sent bien. Voilà, on sait que c'est réel. C'est réel pour lui. Mais du coup, on se dit, là je peux y aller. Je peux expliquer ce que j'ai. Et déjà, ne serait-ce que d'en parler librement, sans être jugé, mais déjà c'est... Mais c'est un poids énorme qui s'enlève de nos épaules. Parce que enfin, on n'est plus seul et on est compris. France Culture, les pieds sur terre. Et moi, j'avais une voix qui me posait énormément de problèmes parce que j'avais une voix qui me demandait de taper sur mon ami. Et je tapais sur mon ami. Voilà, parce qu'il fallait que je le tue. Heureusement, à chaque fois qu'il tombait par terre, que je l'avais mis par terre et que je tapais avec mes pieds, il faisait le mort. Et puis, ça me faisait réveiller. Et puis je foutais le camp. Puis j'allais voir d'autres gens qui se portaient confiance en disant « ça y est, j'ai tué Cédric, qu'est-ce que j'ai fait comme connerie ?» Voilà. Mais là, j'ose en parler enfin dans le groupe. Parce qu'avant, je ne pouvais pas en parler. Et puis, je leur dis « voilà, moi j'ai une voix qui me demande de tuer ou de taper sur Cédric. Parce que si je ne le fais pas, ils vont tuer ma mère. Ils vont tuer mon frère. Et puis, ma grand-mère, ils vont la faire revenir du paradis pour lui faire vivre l'enfer sur Terre. » Et j'ai tellement peur de cette voix que plutôt qu'elle tue ma mère et mon frère, et puis que cette voix fasse revenir ma grand-mère pour lui faire vivre l'enfer, je préfère prendre la solution de taper sur Cédric. Et là, dans le groupe, quand j'en parle, ils m'ont dit « mais Vincent, est-ce que tu as déjà désobéi à cette voix ?» Avec des yeux exorbités, je dis « mais non, voulez-vous que je désobéisse à cette voix? C'est bien trop dangereux. Elle va tuer 2 personnes, faire revenir ma grand-mère sur Terre pour lui faire vivre l'enfer. Non, mais le choix est vite fait. Je préfère taper sur mon ami. Même si j'ai horreur de ça parce que j'aime mon ami et lui-même, malgré tout ce que je lui fais subir. Enfin, c'était pas tous les jours, heureusement pour lui, c'était que de temps en temps, mais... Je dis non, je peux pas. Et puis ils me disent « mais t'as jamais désobéi ?» Non, non, ça je peux pas. Quoique si, une fois. Une fois parce que on était en société avec d'autres gens. Et je me dis, de toute façon, je peux pas le taper, là. Parce que si je le tape, en 30 secondes, on m'arrêtera, donc j'aurai pas le temps de le tuer. J'aurai pas le temps de le mettre à terre. Ils m'ont dit, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé après? Tu l'as tapé après, là, quand t'es rentré chez toi? Non, après, je suis passé à autre chose, parce que la voix est partie.
Mais alors, cette voix qui t'a menacé à ce moment-là de tuer ta mère et ton frère, et de faire revenir ta grand-mère sur Terre pour le faire vivre l'enfer. Ta mère, elle est encore là? Oui. Ton frère? Oui. T'as vu ta grand-mère sur Terre vivre l'enfer? Non. Mais alors, elle a vraiment ce pouvoir-là? Et là, j'ai commencé à douter sur cette voix-là. Et me dire, peut-être que non, elle n'a pas tout ce pouvoir-là. Et peut-être que c'est moi aussi, la peur qu'elle m'engendre, qui fait que c'est peut-être moi qui lui donne trop de pouvoir. J'en avais tellement marre de toutes ces voix que j'ai peur plus avoir aucun recul. Mais la fois d'après, en tout cas, j'ai pris le risque de ne pas taper sur mon ami. Je dis non, je peux pas, j'ai pas envie. Je peux pas. Non. C'est pas si simple que ça, parce que j'avais le trouillomètre à 0, comme on dit. Hein. J'avais les pétoches, j'avais les boules, j'avais mais une peur énorme. Et puis en même temps, moi j'avais l'impression que c'était pas moi qui tapais quand je tapais, mais que c'était elle qui prenait possession de mon corps et qui tapait. Et puis ça aussi, j'en avais parlé dans le groupe. Et là, je me suis dit, mais ok, la voix, elle prend possession de ton corps pour taper. Mais tes muscles, t'en as encore. Et puis là, j'ai retenu mon point. Et j'ai pas tapé. J'ai souffert comme j'avais rarement souffert. Pourtant, avec les voix, j'ai souffert énormément. Mais ce jour-là, j'ai souffert et mentalement parce que la peur, comme je vous l'ai dit, mais une douleur physique, parce que je vous jure que mon point, j'ai vraiment dû le retenir. Il y a quelque chose qui vous pousse à taper et qui met une énergie pour taper, puis vous devez mettre une même énergie pour retenir. Enfin, je ne sais pas si les gens arrivent à s'imaginer, mais c'est violent. Et c'est dur. Et c'est beaucoup de souffrance. Mais je me dis, ok, moi je suis prêt à souffrir pour ne plus faire souffrir les autres. Et je veux trouver le bonheur. Et pour trouver le bonheur, il faut que je me libère de toutes les voies. Et j'ai réussi. C'était une victoire de plus. C'était peut-être la 100e victoire. Mais alors celle-là, elle était encore plus belle. Parce que, waouh, la voix qui me faisait le plus peur, qui était la plus horrible dans ma vie, qui était la seule à me faire des choses qui étaient inconcevables, qui étaient inexcusables. Et là, j'ai la force de lui dire non. Et c'était la plus belle des victoires, parce que j'ai plus jamais tapé mon ami. J'ai plus jamais tapé personne. Maintenant, si je me fais agresser dans la rue, je taperai comme tout le monde pour essayer de me défendre, voilà, même si je suis pas doué, mais voilà. Mais en tout cas, voilà, j'ai plus fait souffrir personne inutilement. Et ça, j'en ai presque les larmes aux yeux quand je le dis, mais c'est extra parce que c'était fort, voilà, j'avais vaincu cette voix-là. Je lui avais enlevé un pouvoir que je lui avais laissé. Et ce pouvoir, elle l'aura plus jamais. Mais dès qu'on a une victoire, ça suffit pour continuer à avancer. Voilà. Dans cette formation d'Armentières, on m'avait dit, tu sais Vincent, les voix, généralement, il y a des choses qui les déclenchent. Et puis, il y a un fait qui est assez commun, c'est que les gens qui entendent des voix ont un traumatisme dans l'enfance ou dans l'adolescence. Alors moi, mon traumatisme, je le connaissais. J'ai été violé pendant 2 ans et demi par quelqu'un. C'était le fils aîné de la dame du catéchisme qui me gardait le mercredi après-midi, puis de temps en temps le samedi à l'époque. Je me dis, mais si j'en parle dans le quartier, il n'y a personne qui va me croire. Ça se passe, c'est la bonne dame du caté. Et là, je me suis rappelé que quand on me disait, mais c'est lié à un traumatisme, ou le traumatisme, je le connais. Hein. Moi, à l'époque, n'importe qui serait venu me voir en me disant, je viens de me faire violer, mais tu fais comme moi, tu bois un café, puis demain, tu penseras à autre chose. Voilà. Et là, je me dis, mais enfin, moi qui refoule ça depuis des années, là, je me dis, non, ça a un lien quand même. C'est cette émotion-là qui déclenchait cette voix-là, pour peut-être m'empêcher de vivre cette émotion. Mais parce que quand j'ai eu mon viol, moi, j'ai pas su faire face à mon viol. Enfin, j'ai pas su faire face. J'ai fait face comme je pouvais, comme un gamin de 11 ans. À un moment, dans mon parcours, à chaque fois que ces émotions revenaient, les voix venaient à ce moment-là. Voilà. C'était la porte ouverte à ces phénomènes. Et puis, j'ai eu accès comme ça, petit à petit, à toutes les émotions que j'avais refoulées. Parce que je m'étais construit comme dans une carapace. Et étonnamment, plus je faisais un travail sur les émotions, plus j'avais une reprise de pouvoir sur les voix. Et moins les voix étaient présentes. Alors, avant, j'avais 80% du temps, j'avais des voix, des visions où je ressentais des choses. Maintenant, j'ai presque plus de voix. Après, moi qui étais sous des traitements à des doses pas possibles, au bout de 2 ans, voilà, je suis à 0 traitement. Et pas 0 traitement parce que moi, j'ai décidé tout seul d'arrêter du jour au lendemain. Même si c'est moi qui en avais envie, hein, voilà. J'ai dû négocier avec mon psychiatre. Mais que maintenant, même mon psychiatre, un jour m'appelle et me dit « Bon, écoute Vincent, on est OK, d'accord. On a vu tout le service, on s'est mis d'accord, on arrête ton traitement. »
C'est-à-dire que j'ai plus de neuroleptique, j'ai plus d'anxiolytique, j'ai plus rien. Voilà. Moi qui étais à des doses pas possibles, qui était, je le répète, parce que c'est vraiment 204 kilos, la tête de travers, le filet de bave, les tiques. Les gens qui m'ont connu avant, ils me disent, mais Vincent, la transformation, elle est énorme. Aujourd'hui, vous pesez combien ? Je pèse 93 kilos. Voilà, et je suis... Là aussi, c'est un changement, voilà, surtout visuel. Vous avez perdu combien ? De 204 fait à 93, 111 kilos, voilà. Mais c'est pas tant le poids qui est important, mais c'est surtout la liberté de pouvoir marcher, de pouvoir me déplacer, parce que c'est ce qui me permet aussi d'aller à la rencontre des autres. Mais ce qui est le plus important, c'est que maintenant, oui, je suis libéré de mes voix, ou le peu qui m'en reste, ça me dérange plus du tout, mais je suis avant tout quelqu'un d'heureux, de libre. Et puis j'essaye de lancer au maximum, d'aider à l'ouverture d'autres groupes à travers toute la France. Je ne suis pas révolutionnaire, mais je suis militant. Voilà, je suis un engagé. Ça, il n'y a pas de doute. J'essaye de pousser le maximum de portes. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte, des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours, la trajectoire de la course, l'instantané de velours, même s'il sert à rien. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra, le vent nous portera. Caresser la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, hier et demain. Le vent les portera. Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et Les Entendeurs de Voix, un reportage de Leila Djitli, réalisé par Marie Placé. Merci aux participants du groupe de parole d'Entendeurs de Voix de Mons-en-Barreuil. Merci à Michel, à Angélique, à Cécile, à Yann de Robert et bien sûr à Vincent. Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre et on s'en félicite. Et vos commentaires, vos réactions, vos suggestions, c'est sur notre site franceculture.fr à la page des Pieds sur Terre ou bien sur notre page Facebook ou encore notre compte Twitter. En attendant de vous lire, je vous souhaite une bonne après-midi à l'écoute de notre chaîne. Restez sur France Culture car il n'y a pas que les pieds sur terre sur Terre.